Hello, bienvenue sur Reportart et bienvenue pour cette nouvelle case du calendrier. Aujourd'hui, on part pour le Japon et notamment pour, encore une fois, une de mes œuvres préférées qui, je pense, est mon fond d'écran d'ordi depuis peut-être la L1, donc c'est pour vous dire que ça fait quand même un moment et je suis trop contente de vous la présenter. Donc c'est une estampe d'Utagawa Kuniyoshi. Je vous préviens, le titre est assez long, c'est Le vieux palais de Soma, la princesse Takiyasha invoquant un démon squelette pour attaquer Oya no Taro Mitsukuni, réalisé vers 1844. Évidemment, pour le moment, le titre vous paraît très obscur, mais je vais évidemment vous expliquer toute la scène. Je pense que vous vous en doutez, mais pour cette scène, Utagawa Kuniyoshi va puiser dans la littérature japonaise, et notamment dans un roman qui est paru en 1806, qui est Uto Yasukata Chugiden de Santo Kyoden de 1806, qui est un roman populaire à l'époque, qui va raconter l'histoire d'un guerrier légendaire qui a historiquement existé et de sa fille, la princesse Takiyasha, que vous pouvez déjà voir dans le panneau de gauche. C'est un roman qui va évidemment être fantastique, mais qui va puiser dans des sources historiques, puisque ce guerrier légendaire a réellement existé, et le fait que cet événement ait quand même une identité historique, ça va être important pour la suite, vous verrez. Maintenant que je vous ai un peu plus décrypté la source de cette œuvre, on va pouvoir la décrypter un petit peu plus et l'observer. Le personnage principal, ça va être cette fameuse princesse qui se tient sur la gauche avec un rouleau à la main. Dans l'histoire, il s'agit du coup de la fille de ce guerrier légendaire qui est un personnage historique tué en 940 après s'être rebellé contre la cour impériale de Kyoto. La scène prend place dans les ruines du palais Soma, qui est l'ancienne résidence de ce guerrier et de sa fille, qui, ici, dans cette œuvre, est figurée sous les traits d'une sorcière. Et en fait, elle prépare sa vengeance, puisque l'un des personnages représentés en bas est celui qui a tué son père. C'est le samouraï qui est à genoux au centre des deux personnages, et c'est Oya Nataro Mitsukuni qui est envoyé par la cour de Kyoto pour étouffer la conspiration, et donc potentiellement en fait exterminer toute la famille de ce guerrier. Sauf que la jeune princesse, elle a pas dit son dernier mot, puisque via ce parchemin, elle invoque un géant qui occupe presque la moitié de l'espace et qui s'apprête à attaquer ce fameux envoyé de la cour. Ce squelette est totalement emprunté à la mythologie japonaise et ça s'appelle un gacha dokuro. Dans la légende, il est dit que les défunts qui n'ont pas le droit à une cérémonie funéraire digne de ce nom, qui ne sont pas enterrés, vont se réincarner en ce squelette géant et passé minuit, ils vont dévorer tous les humains qu'ils croisent. Donc, si après minuit vous commencez à entendre un bruit sourd, faut se méfier, ça veut dire qu'il arrive pour vous dévorer. Comme vous pouvez le voir, la princesse elle va avoir besoin de se défendre puisque l'un des guerriers de sa famille est en très mauvaise posture. Le guerrier de la cour de Kyoto a son sabre au-dessus de son cou et coince par ses genoux le sabre de son ennemi. Et d'ailleurs, ce personnage, il a une expression assez particulière puisqu'il va porter du maquillage propre au théâtre kabuki qui va exagérer les expressions de colère. La tension, elle est évidemment encore plus exacerbée avec ces deux personnages puisqu'on voit que le temps presse, l'un mesure le temps qui lui reste avant de se faire croquer par le squelette et l'autre essaye tant bien que mal de récupérer son sabre sans se faire décapiter. Ça ne va pas être étonnant de retrouver des références au théâtre de kabuki parce que ça va être le moment d'aborder un peu de contexte historique et social au Japon. En fait, en 1841, il y a un gros décret qui va beaucoup impacter la vie culturelle d'Edo, actuel Tokyo. Et dans ce décret, déjà pour les estampes, on n'aura plus le droit de représenter des acteurs de kabuki ni des courtisanes. À l'époque, les estampes de ce type servaient quand même à faire la promotion des artistes ou des courtisanes, à leur faire
un petit peu une pub finalement, c'est l'ancêtre de la pub. Sauf que ce décret déjà interdit ça. À l'époque, même pour le kabuki, ce n'est pas seulement la représentation de ces acteurs qui vont être interdites, mais ça va être aussi un déplacement des théâtres de kabuki dans un faubourg d'Edo. Et évidemment, toute critique contre le gouvernement et la politique sont strictement interdites. Secondo, le décret va autoriser seulement l'utilisation de 7 planches de bois pour les gravures. Ce sont les ukiyo-e, c'est le terme utilisé pour décrire ces estampes, ce sont des gravures sur bois, et donc une planche égale une couleur. Donc si le gouvernement autorise seulement 7 planches, ça veut dire 7 couleurs. Pourtant, vous voyez que dans l'œuvre, on ressent pas un manque de diversité niveau couleur, puisqu'il arrive à très bien gérer cette contrainte. Mais là, déjà, je vous ai mentionné qu'il y a un des personnages qui porte du maquillage kabuki, et en plus de ça, vous voyez quand même que la scène, elle est très très théâtrale. Sauf que Kuniyoshi, il a déjà eu des petits soucis avec ça, notamment avec cette estampe. C'est un autre héros et ce monsieur est soumis au cauchemar d'un démon araignée et d'une armée de monstres, mais ça a été interprété comme une satire de l'administration du gouvernement et du coup les éditeurs ils vont un petit peu s'auto-censurer pour éviter toute répression et vont décider de ne pas publier cette œuvre. Cette fois, pour celle-ci, Kuniyoshi va encore essayer un petit peu de détourner la politique, puisque, comme je vous l'ai dit, même si c'est un personnage se basant sur un roman qui aura des adaptations dans le théâtre du kabuki, c'est quand même un personnage qui a une présence dans l'histoire japonaise, qui est un personnage historique. Donc ça passe, on va dire. Ça va permettre de légitimer son sujet, il peut quand même utiliser des éléments de kabuki dans son œuvre, mais aussi toute la narration de l'œuvre, elle est évidemment très théâtrale, et ça va rappeler le théâtre de kabuki. Et en plus, sachant que les portraits des comédiens avaient disparu des boutiques, bah forcément, cette estampe, même si elle se base sur un fait historique, et bah ça va permettre de satisfaire la demande du public qui est en manque de représentation de comédiens. Et dans sa représentation, on va vraiment avoir une représentation panoramique de la scène, comme dans le théâtre de kabuki. La scène, elle se déroule dans un espace dont l'absence de profondeur est accentuée par le store brisé. Celui-ci va séparer le monde réel qui est coloré, peuplé par les vivants, du monde de la mort où on retrouve le monochrome, occupé par ce squelette géant. Cependant, dans le théâtre de kabuki, le monstre c'était plutôt un monstre grenouille ou une armée de squelettes, mais comme je vous l'ai dit, ici Kuniyoshi, il va montrer un squelette géant qui semble regarder la scène depuis le plafond. Dans le kabuki, les tensions elles étaient aussi souvent accompagnées par un tambour, une note aiguë de flûte, et vous avez déjà dû entendre ce genre de son dans des animés, notamment Naruto, ou quand il y a littéralement des gros combats ou de grosses tensions, on a ces instruments qui reviennent. Et on retrouve aussi, avec Itachi, un Gashadokuro. Donc c'est quand même un personnage qui va réussir aussi à s'infiltrer dans la pop culture. Il y a aussi des références dans des jeux vidéo, dans One Piece il me semble aussi qu'il y en a un, etc. Bref, vous l'aurez compris. Le Gashadokuro, il a fait sa petite place aussi dans la culture actuelle. En tout cas, lui, Kuniyoshi, bah, il est en estampe. Il peut pas reproduire du son, donc comment il va faire? En fait, pour représenter cette tension, il va travailler un dégradé en haut de l'estampe qui va se diffuser progressivement vers l'effet optique des courbes et des lignes droites du store sur le sol. On arrive à quand même sentir ce mouvement du squelette qui risque de s'abattre sur les deux samouraïs. Donc voilà pour cette œuvre, moi c'est une de mes préférées. Donc j'espère qu'elle vous a plu et que les explications étaient largement suffisantes pour que vous puissiez la comprendre. Et on se retrouve après-demain pour la suite.